Chez les Républicains, l'heure est à la campagne pour la présidence de ce parti, mais c'est aussi l'heure de la réflexion, de l'introspection avec les ateliers de la refondation qui viennent d'être présentés ce matin par Bernard Accoyer, le secrétaire général. Eh bien, c'est avec Annie Genevard que nous sommes ce matin, qui est députée du Doubs et nouvelle vice-présidente de l'Assemblée nationale. Annie Genevard, bonjour. Bonjour. Bon, alors maintenant, ça y est, vous êtes vice-présidente. Ça a été un combat de haute lutte, compliqué parce que y a eu quelques carambouilles en coulisses, non? C'est pas ça? Alors ce sera effectif cet après-midi après une question au gouvernement. Vous allez monter au perchoir? Alors je ne monterai pas au perchoir aujourd'hui, mais dans les jours prochains, en effet. Pourquoi ça a été si compliqué? Ça a été compliqué parce que la majorité au Parlement nous a fait quand même de mauvaise manière. Avec les constructifs, notamment. Avec les constructifs, mais avec la complicité des députés de la majorité qui se sont substitués au choix de l'opposition, de leurs représentants. Alors vous êtes le premier groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale et vous disposez désormais de 2 sièges de vice-président. Oui, en attendant de récupérer le poste de questeur auquel... Et vous êtes aussi à la tête de la commission des finances avec M. Wauquiez. Avec M. Woerth, pardon, voilà. Excusez-moi. Oui. Justement, c'est lui dont je voulais parler. Pourquoi vous soutenez Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains? Alors, je soutiens Laurent Wauquiez parce que je considère que notre famille politique a besoin d'une voix forte qui soit capable de se faire entendre. On nous a assez dit... Il n'est pas déjà un peu dépassé? Ça fait 15 ans qu'il est dans le paysage, lui. C'est pas Alors qu'il y a 2 jeunes là, qui sont là. Alors, ils ont beaucoup à apporter. Maëlle de Calan et Florence Portelli auront à apporter à notre mouvement parce qu'effectivement, ce sont des visages nouveaux et des tonalités nouvelles. Mais l'expérience en politique ne fait pas de mal. Les Républicains En Marche nous l'ont démontré pendant quelques temps. Qu'est-ce qui les distingue, les 3, là? Wauquiez, qu'est-ce qu'il a de plus en dehors de sa notoriété et de son expérience, de sa notoriété, de la capacité à montrer un certain courage politique. Nos militants, nos adhérents nous disent « soyez courageux, n'hésitez pas à dire les choses ». Donc je pense que dans sa capacité à dire les choses... Il varie pas trop avec les saisons, lui? Alors, moi, je trouve, si vous voulez, que, on le diabolise beaucoup, mais si on regarde son parcours politique et les combats dans lesquels il se sont engagés, dans lesquels il s'est engagé, il a quand même fait émerger des sujets dont tout a montré qu'ils étaient tout à fait importants. Je pense à la question des classes moyennes, je pense à la question du rapport entre l'assistanat et la protection. Voilà, il fait émerger des sujets importants, et là, il vient de faire émerger un sujet qui, pour nous, à nos yeux, les Républicains, est tout à fait fondamental, c'est la place que l'on donne au territoire dans la réflexion politique. Ce qu'a montré le travail de refondation, par exemple, c'est que les territoires doivent se faire entendre. Il est souvent accusé dans les médias, et même par ses adversaires politiques, de droitisation, y compris à l'intérieur de votre parti. Ça ne vous gêne pas, ça ? Alors, ceux qui l'accusent de droitiser excessivement... Voire de flirter avec le Front National. Non, alors ça, moi, je récuse tout à fait. C'est un point sur lequel Laurent Wauquiez a toujours été très clair et j'y attache beaucoup d'importance, comme tout l'ensemble du mouvement auquel j'appartiens. Il n'y a pas de collusion avec le Front National, mais nous revendiquons le droit d'aborder les sujets. Alors, il le fait avec son ton, avec ses mots à lui, qui sont peut-être pas les mots... C'est pas un peu brutal, parfois ? C'est brutal, mais ça a le mérite de se faire entendre. Vous voyez, sur la question de la haine de la province, on lui a reproché d'avoir dit ça à propos de Macron. Vous le reconnaissez. Alors, en même temps, ça a fait émerger avec beaucoup d'efficacité le sujet dans le débat. D'accord. Voilà. Et donc, vous dites la même chose? Il a la haine de la province? Moi, je dis simplement le président de la République? Alors, je dis très clairement que le président de la République a une vraie méconnaissance des territoires. Oui, mais dans son discours... Laurent Wauquiez était au lycée dans le 7e arrondissement. Oui, mais c'est quelqu'un qui est très ancré. Il est président de région, donc ça lui donne une familiarité avec le terroir. Moi, ce que je trouve absent du discours du président de la République, c'est cette familiarité avec l'ancrage dans le territoire. Et du reste, il n'a pas été élu local. Et ça fait une vraie différence. Vous voyez, pendant la campagne, il y a eu des reportages sur sa campagne, sur la façon dont il a... Quand il allait en province, on avait l'impression qu'il partait à la découverte d'un univers... C'est un peu gadget.
En tout cas, ça ne sentait pas la bonne connaissance des choses. Alors, ce matin, Bernard Accoyer a présenté des ateliers, enfin les conclusions des ateliers de la refondation. Il y a beaucoup de choses, c'est un travail d'introspection dont on ne peut pas dire d'ailleurs qu'il soit ni neutre, ni inintéressant. Il y a quand même des choses dedans. C'est des pistes intéressantes pour vous précisément. Oui. Est-ce que c'est un travail nécessaire ? Alors c'est un travail nécessaire, je pense qu'il nous a manqué dans le passé, et sans doute si en 2012, après notre échec, nous avions fait ce travail d'analyse, d'introspection, sans concession, bon, on ne peut jamais revisiter le passé, mais en tout cas, ce travail, il a manqué. Et aujourd'hui, après plusieurs défaites électorales, il apparaissait comme tout à fait nécessaire. Et il révèle des choses tout à fait intéressantes. D'abord, l'idée qu'on ne peut pas s'affranchir d'une tradition, d'un héritage, d'un passé, mais qu'on ne peut pas rester non plus figé sur celui-là et qu'il faut vraiment le prendre comme point d'appui pour l'avenir. C'est la tradition libérale gaulliste, elle signifie cela. Oui, il dit justement qu'on peut concilier l'individu, plus de liberté pour l'individu et un projet collectif pour la nation, qu'en gros on peut concilier le libéralisme économique avec une fibre patriotique attachée à ses valeurs, à ses traditions, à sa religion même, il est question du catholicisme. Mais ce n'est pas déjà ce que fait Macron, ça ? Alors, sans doute que... libérer, protéger, c'est pas ce que dit Macron ? Le travail que nous conduisons, il nous amène à plusieurs constats. D'abord, ce clivage de la gauche et de la droite, il existe toujours. Simplement, la ligne de partage des eaux, elle se fait un peu différemment. Elle se fait peut-être moins sur des questions économiques que sur des questions de culture, de tradition. C'est là qu'il faut que vous mettiez l'accent ? Alors, très clairement, on a sur ce volet-là ? Alors, on a vu émerger, à la fois dans les contributions des intellectuels qui ont participé à ce travail de refondation. Plutôt de droite, ces intellectuels, pour la plupart d'entre eux. Plutôt de droite, mais ça paraît logique et cohérent. Et en même temps, chez nos adhérents et les militants, il y a une convergence de vues qui tend, par exemple, à préférer l'exploration de la notion de culture à celle d'identité, de préférer l'ancrage dans les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, à la mondialisation, qui préfèrent la politique à la technocratie. Et ça, c'est une ligne de partage intéressante avec Macron, avec le président, parce qu'on voit bien que le gouvernement, il est peuplé de technocrates, certes compétents, mais qu'il y a un évincement du politique qui, pour nous, n'est pas satisfaisant. Et un des messages, c'est « soyez courageux ». C'est un message qui est adressé clairement aux responsables politiques. La défense de la culture française, ce n'est pas antinomique, incompatible avec le fait d'épouser la mondialisation. Non, c'est pas antinomique, mais encore faut-il éviter le danger du relativisme et de la dilution. Tout se vaut. Vous voyez, tout ne se vaut pas. Et lorsque Emmanuel Macron, à mon avis, cédant aux sirènes du multiculturalisme, dit... Mais où est-ce qu'il a dit ça ? Mais il l'a dit très clairement... pendant la campagne électorale ? Pendant la campagne électorale. D'accord, mais pas depuis qu'il est président. Non, mais il n'a pas renié son propos. Il n'y a pas de culture française, mais il y a des cultures en France. C'est une phrase, à mon avis, qu'il doit regretter amèrement, parce que pour nous, c'est une ligne très claire de... Il n'y a pas une certaine nostalgie du gaullisme, finalement, qui était un parti... avec un homme populaire dans toutes les couches de la population ? Alors, je crois que ce que l'on peut retenir du gaullisme, c'est d'abord l'éloignement du danger ou de la tentation du renoncement, de la résignation. Et au fond, le travail que nous avons conduit, ce travail de refondation, il est pour moi un formidable message d'espoir, parce que toutes ces contributions, elles nous disent une chose: ne vous résignez pas. Pour nous, la droite existe, elle est combative, on croit en la politique et on croit au compagnonnage, et vous avez le devoir, vous, responsables politiques, de faire renaître au sein de notre parti un compagnonnage, pas de courant, mais il faut que toutes les sensibilités vivent, mais que les sensibilités s'expriment. Dans ce document, il est dit que ça doit redevenir un parti populaire. Vous ne l'étiez plus du tout. Populaire au sens où aller aussi vers les couches les plus modestes de la population. Alors, je pense que
on pourrait dire cela du Parti socialiste. Oui, mais si vous regardez bien, Mme Pécresse met le point dessus, il y a quand même assez peu de classes modestes qui ont voté pour vous lors des dernières élections. Oui, sans doute. Moi, je pense qu'on est tout à fait en capacité de parler aux classes populaires, mais en même temps, on voit bien, si vous voulez, dans le discours du gouvernement actuel, qu'il y a quand même des discours très clivants, qui n'envisagent pas une cohésion. Nous voulons travailler... Ils y croient, vos militants, à votre travail là, écoutez, ils y ont cru d'une façon absolument formidable, puisqu'ils ont été plus de 40 000 à y répondre. Donc c'est un taux de réponse tout à fait exceptionnel. Bilan de 6 mois de Macron? Bon, d'abord, il est clair c'est dur de dire pour vous que tout est mauvais. C'est mieux que Hollande il y a 5 ans? On ne dit pas que tout est mauvais parce que c'est un message que les électeurs nous ont fait entendre. Ne soyez pas caricaturaux dans vos positions. Moi, ce que j'observe dans la façon dont Emmanuel Macron conduit sa politique, c'est qu'il s'attaque à des sujets qui sont emblématiques, y compris pour la droite, mais qui fait, à grand renfort d'annonces, un petit bout de chemin. Mais c'est difficile de réformer la France, non ? C'est difficile, mais qui donne des gages. Je prendrai l'exemple de la réforme de l'université. On va en parler, oui. Parce que c'est un sujet, c'est un des sujets du moment. Demi-mesure, vous avez dit. Demi-mesure. Qui consiste justement à faire que l'entonnoir c'est un peu plus resserré à l'entrée de l'université. Demi-mesure, parce que lorsque le candidat Emmanuel Macron dit l'université n'est pas faite pour tout le monde, il a raison de le dire, parce qu'il y a un taux d'échec absolument considérable. Un étudiant sur 2 finit pas la première année, écoutez, c'est ça ? Plus de 60% d'échecs en licence. Donc c'est un système qui est complètement grippé. Donc quand il le dit, il a raison de le dire. Ça appelle une action résolue. Et au bout du chemin, la montagne accouche d'une souris, puisque on dit aux étudiants, on vous dira jamais non, on vous dira oui ou oui si. Donc on voit bien que la question... Vous n'auriez pas fait la même chose ? Vous auriez fait la sélection sèche ? Nous avions une autre façon de procéder, qui était d'ailleurs conforme à l'idée de redonner un peu de liberté au système, qui était de conduire l'acte 2 de l'autonomie, parce que la dernière grande réforme de l'université, c'est Valérie Pécresse qui l'a conduite avec... Qui participe assez peu à votre mouvement actuellement. Elle participe assez peu, mais j'ai bon espoir que c'est une femme de qualité et qu'elle y revienne. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire Et donc, redonner un acte 2 de l'autonomie aurait consisté pour les présidents d'université à donner un petit peu de subsidiarité. De choisir leurs outils. Les outils de la sélection, d'une sélection intelligente. Mais il fallait prononcer le mot de sélection ? Alors on voit bien, si vous voulez, que le gouvernement a plus peur des mots que de la situation auquel ces mots... Si vous étiez aux affaires, je ne sais pas si l'idée de voir des étudiants et des lycéens dans la rue... On est passé de la sélection au recrutement, des prérequis aux attendus. On voit bien qu'il y a un affaiblissement du discours qui pourrait être un affaiblissement de la politique, je le crains. Ça ne va pas assez loin, d'après vous ? Je pense que si ce n'est qu'une étape, pourquoi pas, mais il faut vraiment là travailler à résoudre le problème majeur de l'université. La France a le droit d'avoir une grande université. Voilà, c'était les réponses à mes questions de Madame Genevard, et maintenant elle va répondre à vos questions, chers internautes, en présence de Valentin Pilate, qui court et qui arrive, casaque beige, dans le studio. Bonjour. Bonjour. Alors, on a une première question de Bastien qui vous demande, y a-t-il encore une place pour la droite entre les constructifs et l'extrême droite ? Alors, il y a une place, c'est ce que révèle ce travail de refondation. Très clairement, d'abord, la droite ne s'est pas écroulée à l'élection présidentielle, ni même aux élections législatives. Et puis, ce que nous dit ce travail de refondation, qui a été, encore une fois, abondamment suivi, c'est qu'il y a une place pour la droite. Il y a une place pour la droite, effectivement, et que la gauche, à la fois de Mélenchon, mais celle de la social-démocratie de Macron, laisse pleinement sa place à la droite et au centre. Wauquiez doit tenir compte s'il est président de ce travail ? Je le crois. Il va le faire ? Je le pense. D'accord. Une question de Boubacar sur Facebook. Quelle est la position des Républicains par rapport à l'immigration, qui justement pourrait vous différencier des constructifs et de l'extrême droite ? Ce qui nous différencie, c'est d'abord que nous en parlons.
c'est un sujet qu'on aborde. Et on voit bien que le gouvernement reste prudemment à l'écart de cette question. Il en parle en disant les clandestins, il faut plus qu'il y ait des clandestins. Oui, mais on attend de voir. De la déclaration aux actes, il faut tout de même vérifier un peu les choses. Donc nous avons toujours eu un discours très clair. Et dans le programme de François Fillon, il y avait une ligne assez courageuse qui rejoignait d'ailleurs celle d'Alain Juppé, l'existence de quotas. Il faut que la France aborde cette question mais les avec quotas, ça marche pas pour les des complexions. Ça. Alors non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites avec les clandestins? Vous les renvoyez comment? Écoutez, je crois que cette affaire du traitement des clandestins, elle est emblématique de ce que peuvent attendre les Français. Si nous ne sommes pas en capacité d'apporter des réponses crédibles à cette question, eh bien, franchement, les Français se détourneront définitivement de nous et des partis républicains. Ce qu'il faut, c'est vraiment démultiplier les moyens sur cette question. Il y a un enjeu majeur. Et puis, c'est aussi une question à traiter au niveau européen. La protection, l'efficacité de Schengen doit être complètement revisitée pour plus d'efficacité. Alors, la droite a-t-elle tiré les leçons de son échec? C'est la question qu'on a posée à nos internautes sur le site internet du Figaro. À 85%, c'est non. Comment expliquez-vous une réponse autant catégorique? Ça va être difficile à remonter. Hein. Oui. Mais clairement, je crois que les Français sont encore sceptiques. Parce que la défaite est tout de même récente, parce que nous n'avons pas encore travaillé un discours de reconquête et d'avenir, et qu'au fond, ce travail de refondation que nous avons fait au sein de notre parti, c'est un travail courageux, parce qu'il n'est pas complaisant. Il y a une mise en cause des élus. Vous en avez trop dit et pas assez fait. Vous n'avez pas été suffisamment efficace. Donc, ils sont restés sur ce logiciel-là de la défaite politique, et puis l'arrivée de La République En Marche a aussi bousculé les codes. Donc c'est vrai qu'on a ce travail de crédibilisation de l'action politique à conduire. Valentin. Une question d'Alexandre, toujours sur Facebook. Le domaine dans lequel vous avez le plus de convergence avec Macron sur l'éducation nationale, qu'est-ce qui vous différencie de Macron sur l'éducation nationale? Alors, la particularité de Jean-Michel Blanquer est qu'il aurait pu être aussi un ministre choisi vous êtes d'accord avec ça sous notre gouvernement. Je pense que c'est un bon connaisseur de la matière éducative. Il faut dire que vous êtes une ancienne professeure de lettres classiques. Donc Jean-Michel Blanquer a une vision que nous avons, qui est proche de celle que nous avons exprimée pendant la campagne de la présidentielle. Il faudra vérifier tout de même que ce qui est annoncé est mis en œuvre, parce qu'il y a des enjeux majeurs sur les questions éducatives. Donc, ce que je dirais, peut-être ce qui nous différencie, vous voyez, c'est que par exemple, la question du dédoublement des classes de CP dans les zones difficiles, il faut veiller à ce qu'il y ait une équité de traitement du territoire, parce qu'il y a des zones difficiles, mais il y a aussi des zones rurales, il y a des zones de montagne, il y a des zones qui ont aussi besoin qu'on s'intéresse à elles, et c'est peut-être le point sur lequel nous aurions non pas une divergence, mais une différence d'approche. D'accord. Dernière question. Une dernière question, je redonne la parole à Alexandre. Que pensez-vous de ceux qui disent ou qui écrivent que Macron fait une politique de droite dont vous aviez rêvé? Alors moi, je récuse cette analyse. Je la récuse parce que, comme je le disais précédemment, peut-être que la ligne de partage sera différente demain et que ce ne sera pas forcément sur les questions économiques, mais en matière fiscale, par exemple. Notre programme n'a rien à voir avec celui d'Emmanuel Macron. En matière de place de la famille dans les politiques publiques, notre vision des choses n'a rien à voir avec celle défendue par Emmanuel Macron. Et même dans le positionnement de la nation, le rôle de la nation comme protection des Français n'est pas clairement exprimé de cette façon-là par Emmanuel Macron. Il y a des tas de choses qui nous distinguent d'Emmanuel Macron, même si, ici ou là, et puis je ne parle pas du régalien, de la question de l'immigration que nous venons d'évoquer, il y a beaucoup de choses qui nous distinguent de la politique d'Emmanuel Macron. Voilà, c'était le talk et les réponses à vos questions, chers internautes, de Mme Mani Genevert, qui est députée et qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale. À demain pour de nouvelles aventures et merci Valentin merci Pilate. Merci beaucoup. Merci à vous.